Alors donc bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, un live au thème inhabituel que j'ai intitulé Pourquoi ça m'arrive maintenant et qui en fait fait référence à un livre que j'ai acheté il y a quelques années déjà de Michel Odoul. Alors comme j'ai fait mon partage d'écran, je ne sais pas si vous me voyez toujours en même temps ou pas. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec moi ou pas? Je ne sais pas si vous me voyez. On te voit en petite icône. En petit, ok. Ouais. Donc c'est un livre, je le remontrerai tout à l'heure en plus grand quand j'arrêterai le partage d'écran. Un livre de Michel Odoul. Michel Odoul qui a écrit plusieurs livres sur des thèmes qui m'intéressent particulièrement puisque je suis naturopathe pour ceux qui, la plupart d'entre vous me connaissent, mais peut-être pour la personne qui réécouteront cet enregistrement plus tard, je suis naturopathe, je suis devenue naturopathe il y a presque maintenant une dizaine d'années. Et ce qui m'intéresse dans la naturopathie, c'est d'aider les personnes à déclencher le processus de guérison naturelle qui est en eux. J'ai compris que les symptômes, la maladie, ou en tout cas c'est ma perception aujourd'hui, sont des signaux du corps qui nous indiquent qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur du corps, tout simplement, que le corps essaye de rétablir cet équilibre en provoquant ces symptômes et que nous-mêmes, quand je dis je parle de nous individuellement, c'est comme si chacun parlait à ma place, que nous pouvons, chacun individuellement, stimuler cette force de guérison. Donc, c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans la naturopathie, c'est ce qui m'intéresse dans ma pratique. Et donc, le fait qu'on ait cette force de guérison à l'intérieur de nous et que nos symptômes viennent atterrissent un peu dans notre vie comme des signaux d'alarme, ça m'a interpellée. Et puis, j'ai trouvé une science, une théorie qui s'appelle le décodage biologique qui nous permet justement de comprendre en fait les messages que nous envoient nos symptômes. Et Michel Odoul, il est dans cette optique. Donc, il a écrit un autre livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es ». Et donc, ça part du même principe, en fait, que ces symptômes-là viennent nous transmettre un message. Et dans ce livre, « Dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant », il va un peu plus loin. Il part du principe que dans notre corps, il est possible que certains symptômes reviennent de manière cyclique selon un cycle de 12 mois, 12 années. Et il va très loin dans sa théorie, puisqu'il base ça sur un mythe fondateur, le fameux mythe, le voyage du héros, dont j'ai déjà parlé dans une masterclass sur les huiles essentielles, sur la transformation de soi, puisque c'est vraiment le thème qui m'intéresse, c'est d'accompagner les personnes dans leur transformation, mais pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais vraiment pour devenir qui elles sont elles-mêmes. Et la guérison, pour moi, est une manière de se transformer, est aussi une transformation. Donc, Michel Odoul se base sur le fait que depuis toujours, désolée si je suis un petit peu enrouée, on va clarifier ça, ça va mieux, prendre un petit peu de Fico. Voilà, c'est reparti. Il se base sur le fait que depuis toujours, il existe des mythes, il existe des contes et des légendes qui sont des histoires soi-disant pour enfants, mais qui font plus effrayer les enfants que leur plaire, et qui sont en fait des histoires qui ont une visée, une portée initiatique. Donc initiatique, comme je le disais juste avant qu'on ne commence, ce sont des passages, des choses qui nous permettent d'apprendre certaines choses de manière à évoluer. Ça nous initie à quelque chose, mais en fait, ça nous initie à quoi? Ça nous initie à la vie et à qui nous sommes. Et donc, il se base sur un mythe très connu, le mythe d'Hercule, les 7 travaux d'Hercule. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu si vous vous souvenez de qui est Hercule, de ce que sont les fameux 7 travaux d'Hercule ou pas du tout. Alors aujourd'hui, naturellement, dans le cadre de cette petite conférence, l'idée, c'est de faire une expérience, de transmettre une information, de savoir que ça existe, que cette théorie existe. Je ne peux pas aller au bout de la théorie, je ne peux pas
aller sur les 7 travaux en détail. Je vais essayer d'en aborder un ou deux, peut-être, si on a le temps, de manière à vraiment vous faire prendre conscience de la portée de cette méthode, de ce qu'elle peut nous apporter, de la richesse aussi de cette méthode. Et c'est quelque chose qu'on peut faire naturellement en thérapie, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul aussi. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est l'autonomie, en fait, de chacun. Donc, dans ce mythe des travaux d'Hercule, ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les mythes sont construits sur la même histoire, la même base. Il s'agit toujours d'une personne qui, à un moment donné, vit un événement difficile de sa vie. Il est obligé de partir de chez lui. Il se met en route. Et ça nous rappelle aussi le tarot. Pour ceux qui suivent avec moi les masterclass sur le tarot, il y a le fameux mât qui se met en route. Il se met en route, il quitte en fait son village, il quitte sa maison, il quitte sa famille. Il doit partir à un moment donné, où il est rejeté par son clan aussi. Mais en tout cas, il va se détacher de son clan et il va vivre toute une série de péripéties où il va devoir aller chercher en lui une force qui est en lui, mais qui ne sait pas qu'il est là. Ces épreuves vont lui permettre en fait de rentrer en contact avec ces forces qu'il a en lui, ses capacités. Et il va apprendre certaines choses, il va gagner en compétences, et puis il va revenir en fait au point de départ, il va revenir dans son village pour pouvoir transmettre ce qu'il a appris, pour pouvoir faire évoluer les personnes de son village. Et donc, quand on regarde un film, encore aujourd'hui, même un film américain, un film un peu d'aventure, on se rend compte que c'est toujours basé sur la même chose, en fait. C'est toujours tout se passe bien au début, et puis boum, il arrive un événement, et hop, ça, c'est parti, il va devoir aller chercher à un moment donné, au fond de lui, la force qui va lui permettre le dépassement de lui-même. Et donc, les 12 travaux d'Hercule, c'est vraiment l'archétype, en fait, de ce voyage que notre âme est venue faire sur Terre, parce que notre âme est venue s'incarner dans un corps pour faire une expérience de vie que peut-être elle aurait choisie selon certaines écoles, selon certaines croyances. En tout cas, l'âme est venue pour évoluer, on est venu pour évoluer, pour apprendre des choses, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour moi, c'est ça la mission de vie, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et cet Hercule, qui ressemble très fort à l'être humain de base, on va dire, puisque il est né dans le péché, et beaucoup de croyances, quand on est élevé dans la religion catholique, on pense aussi que Adam et Ève ont mordu la pomme, ils ont commis un péché, et que du coup, on doit tout le temps se flageller pour nous racheter de nos péchés. Donc, il y a une croyance très profonde, très ancrée à l'intérieur de l'être humain, au niveau inconscient, de ce que Jung appelait l'inconscient collectif, où on a l'impression, en fait, déjà d'arriver au monde en ayant commis une faute, qu'on doit tout le temps réparer. On a déjà une espèce de culpabilité d'être en vie, alors qu'en fait, sur quoi est basé ce mythe? Peut-être tout simplement sur une histoire, tout simplement, qu'on a colporté et qui a nourri l'inconscient collectif. Donc, ce voyage du héros, il a toujours des étapes initiatiques bien précises. Celle d'Hercule. Hercule, donc, je ne sais pas voilà, si vous vous en souvenez ou pas. Si quelqu'un s'en souvient, il peut peut-être nous expliquer. Je vais vous laisser la parole si vous avez envie. Dites-moi dans le chat si vous avez envie si vous connaissez bien ou pas. Apparemment, non. OK. Donc, Hercule, il est né, son père, c'est un dieu, c'est Jupiter, et sa mère, c'est une humaine. Donc, ce n'est qu'un demi-dieu, il n'est pas tout à fait dieu. Et son but, c'est de devenir comme son père. Il veut retourner au père, il veut devenir comme son père. Alors, non seulement sa mère, c'est une humaine, mais en plus, il est le fruit d'une relation adultère, puisque son père été marié à Junon. Et donc, naturellement, son épouse légitime, Junon, quand elle apprend
il a été faire un bâtard ailleurs, elle n'est pas du tout contente et elle décide elle veut le faire mourir. Mais elle se dit, voilà, je ne peux pas le faire de manière découverte, je dois faire ça de manière un peu fourbe. Donc, elle met au monde un autre fils avant Hercule. Il faut savoir qu'Hercule, en grec, c'est Héraclès. Donc, souvent, on va voir le mythe d'Héraclès, c'est pareil, c'est Hercule. Elle va mettre au monde un autre fils et elle va charger ce fils d'essayer de détruire, en fait, ou en tout cas d'empêcher son frère d'accéder au trône des dieux. Et donc, son frère va lui demander de faire toute une série d'épreuves qui sont censées, en fait, soi-disant, l'élever au rang de Dieu, mais qui, en fait, sont censées le détruire. Ils se disent chaque fois, on va lui faire ça, il ne va jamais y arriver, il va mourir, donc c'est moi qui vais accéder au trône. Donc, en fait, c'est un petit peu ce mythe de l'être humain qui naît, qui, au fond de lui-même, ne le sait pas, mais a ses qualités divines, en fait, d'immortalité, qui ne sont pas naturellement les qualités du corps, mais qui sont les qualités de son âme, et qui, même depuis les temps immémoriaux, quand on voit même les temps archaïques, ils ont toujours élevé des menhirs. L'être humain a tendance à vouloir s'élever, à vouloir aller vers le ciel. Il a une tendance innée à la spiritualité. Alors d'où est-ce que ça vient? Peut-être qu'on a cette flamme à l'intérieur de nous, j'en sais rien, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais en tout cas, notre Hercule, eh ben, il va accepter en fait de passer ces épreuves, ces 12 épreuves, de manière à accéder au rang de Dieu. Et donc, elles ne sont pas prévues au départ. Son frère va lui en faire passer une. Miraculeusement, il va réussir la première. Et donc, son frère va lui envoyer une autre, il ne va jamais y arriver, 2, 3, 4, jusqu'à 12, jusqu'à un moment donné où on doit bien se rendre à l'évidence qu'il est invincible quasiment. Il a traversé toutes ces épreuves. Et donc, cette image, cette parabole, on peut dire, de ce héros qui surmonte ces 12 épreuves, Michel Odoul, il décortique en fait ces épreuves et il fait un lien avec les 12 méridiens qui traversent notre corps selon la médecine traditionnelle chinoise, qui ont chacun un rôle bien précis dans notre santé, et qui, quand ils sont en déséquilibre ou quand l'énergie ne circule pas de manière fluide dans ces méridiens, peut créer toute une série de pathologies. Et donc, il dit, cette épreuve-là, pour moi, elle peut être rattachée à ce méridien-là pour toute une série de raisons. Et ce méridien-là, vu qu'il influence toute une série de raisons, et toute une série de symptômes, ça veut dire que quand on a ces symptômes-là, très souvent, ça va vouloir dire que ce méridien-là est affecté, mais que cette épreuve-là n'a pas été surmontée dans notre vie. Et il part du principe aussi que dans notre vie d'enfant, puis d'adolescent, il est de coutume, en fait, à 12 ans, de passer une épreuve vraiment très initiatique, la communion, la bar mitzvah. Avant, c'était des épreuves, même encore aujourd'hui dans certaines tribus, à la puberté, au moment de, voilà, à 12 ans, souvent, on passe des épreuves dites initiatiques où également on nous fait sortir de la tribu, on nous met tout seul dans un bois, il faut qu'on se repère, il faut qu'on se dépasse, il faut qu'on se surpasse. Et il fait un lien avec tout ça. Et il établit cette théorie des 12 étapes successives. Et donc, il part du principe que de 0 à 1 an, en tant que bébé, on a une épreuve à passer et qu'il peut se passer quelque chose pendant cette première année de notre vie parce que je sais pas, on est né prématuré ou parce que on est tombé malade, ou notre maman était malade, ou notre maman n'a pas voulu nous allaiter, ou notre maman est décédée, ou papa est parti, ou voilà, ça peut être X, Y raison. Si dans la première année de notre vie, il nous est arrivé quelque chose qui ne nous a pas permis de gérer, on va dire, cette épreuve, de la surmonter, il est possible que 12 ans après, donc c'est-à-dire à 13 ans, et puis après à 25 ans, et puis après à 37 ans,
et puis après à 49 ans. Cette même épreuve se représente, mais non plus de la manière dont on aurait dû la gérer en tant que bébé, mais toujours évoluer. C'est-à-dire évoluer parce qu'on a grandi, parce qu'on a accumulé de l'expérience, etc. Est-ce que jusque-là, tout ça, ça vous fait sens? Est-ce que vous avez des questions jusque-là déjà? Pour moi, ça, pour moi, ça fait écho, mais je n'ai pas de questions. Ok. Pour tout le monde, c'est ok. Ok. Alors, les 12 étapes que Hercule va passer, qui sont en lien avec les 12 étapes herculéennes de notre propre croissance, la première, il va devoir affronter un lion, le lion de Némée. Alors, rapidement, je vous fais un petit topo sur l'histoire pour que vous puissiez comprendre en fait de quoi il retourne. Je ne vous trouve plus. Où est-ce que... Ah voilà. J'avais disparu, je ne vous voyais plus. Je vous fais un petit topo sur la première épreuve. Donc, on lui dit, je vais même prendre le livre de Michel Odoul pour vous dire vraiment, parce qu'il l'explique très bien, peut-être mieux que moi. Alors, cette première épreuve, on lui demande de tuer un lion, le lion de Némée. C'est un lion qui dévore les troupeaux des alentours et sème la terreur dans les populations. La bête est noble, avec une opulente crinière, et Hercule, lorsqu'il la découvre, est impressionné par son allure noble et fière. Elle engendre le respect. Le lion présente une sorte de perfection dans son attitude et son rôle naturel de prédateur. Hercule l'affronte alors que le soleil est au zénith et que le lion se cache dans une forêt profonde appelée Némée. Hercule harcèle le lion de ses flèches, mais elles sont impuissantes à le tuer parce que sa peau est tellement dure. Il abandonne alors son arc qui n'est pas efficace et il décide de charger le lion avec sa massue. Le lion est un peu surpris parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un aussi déterminé qu'Hercule. Et donc, il se réfugie dans son antre et là, Hercule le poursuit. Son antre, elle a 2 ouvertures. Hercule y enferme le lion. Alors, d'un côté, il y met un très gros rocher pour obturer une des 2 ouvertures, et de l'autre côté, il met son propre corps, parce que Hercule, il est très puissant, et le lion se retrouve prisonnier dans son refuge. Et donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il rugit, il gonfle sa crinière, il essaye d'effrayer le Hercule, mais ça ne fait rien du tout. Hercule, il continue d'avancer et il commence à essayer de l'assommer avec sa massue. Mais il n'arrive pas à l'assommer parce que le lion est tellement puissant et fort. Et donc, à un moment donné, Hercule se dit, la seule chose que je peux faire, c'est le prendre par le cou et l'étouffer. Et donc, à un moment donné, il l'étouffe. Le héros sort de la caverne avec son trophée, avec le lion mort dans les bras, et donc il le ramène à la lumière du jour, puisqu'ils étaient dans cette caverne, et il décide de retourner à Mycène, là où il doit ramener la dépouille du lion à son frère. Mais il se dit, ce que je vais faire, c'est quand même lourd cet animal à porter, donc je vais le dépecer. Mais en fait, il n'arrive pas à le dépecer. La peau est tellement épaisse, il a beau faire tout ce qu'il veut, il n'arrive pas à le dépecer. Et finalement, il se dit, en fait, la seule chose qui soit suffisamment forte pour pouvoir percer cette peau, c'est les propres griffes du lion. Et donc, il utilise les propres griffes du lion pour découper la peau. Et finalement, cette peau, il s'empare lui-même, c'est-à-dire il la porte sur lui comme un trophée. Et c'est une peau qui va lui servir de protection, d'armure à lui-même pendant toutes ces prochaines épreuves. Donc cette première, déjà le mythe en lui-même, quand on entend la caverne, les 2 ouvertures,
le fait qu'il étouffe le lion, la crinière, la peau très épaisse. Quand on fait du décodage biologique, on s'est dit, tiens, on va nous parler de quelque chose qui a deux ouvertures, on va nous parler d'étouffer, donc fatalement de respirer, on va nous parler de peau. Qu'est-ce que ça peut être? Quand on a l'habitude de travailler avec la médecine traditionnelle chinoise, avec la naturopathie et le décodage biologique, tout de suite, ça nous appelle vers le méridien du poumon, puisque le méridien du poumon est ce qui régule le souffle, évidemment, les poumons, les bronches. Il faut savoir que en naturopathie, on a plusieurs portes de sortie des toxines, donc c'est nécessaire que le corps élimine ces toxines. Les poumons sont une porte de sortie des toxines. Par l'expiration, on rejette en fait une partie des toxines qu'on a pu inhaler. Mais quand les poumons ne sont plus capables d'extérioriser ces toxines, il va utiliser l'émonctoire, on va dire, de soutien qui est la peau. Et donc, tout ce qui est élimination de peau aussi dépend du méridien du poumon. Alors de là, on peut partir de là et se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire en fait dans ce mythe? Qu'est-ce que c'était que cette initiation? Qu'est-ce que c'est que cet enfant, ce bébé? Quel est le lien avec la crinière, avec la peau, avec le souffle, le fait d'étouffer? Est-ce qu'intuitivement, il y a quelque chose qui vous vient? Est-ce que vous voyez ce que cet enfant doit surmonter comme épreuve au moment de sa naissance, ou en tout cas de 0 à 1 an, par rapport à sa respiration, par rapport à sa peau, par rapport au souffle? Eh bien, quand on vient au monde, la première chose qu'on doit faire, c'est respirer par soi-même. Il faut à un moment donné accepter de ne plus être nourri par la mère, par la matrice. Il faut accepter de devenir un autre que sa mère. Il faut accepter déjà de ne plus respirer via ce cordon. Il faut accepter que ce cordon se coupe et qu'on prend notre air pour la première fois. D'ailleurs, la plupart des bébés pleurent au moment où ils prennent leur premier souffle parce que ça fait mal, parce que les poumons s'ouvrent d'un coup et brûlent. Donc, quand il y a eu, au moment de la naissance, un problème où le bébé n'a pas respiré tout de suite, où il y a eu un problème respiratoire, le bébé avec le cordon autour du cou, ou bien dans la première année de sa naissance, qui suit sa naissance, il y a eu un problème par rapport au sevrage, par exemple, ou la séparation avec sa mère, parce que la séparation, c'est aussi la peau. La peau, c'est notre première protection. Ce qui nous protège, nous, l'intérieur et l'extérieur, c'est notre peau. La peau nous permet les échanges tactiles, les échanges de chaleur, mais aussi c'est une barrière. Donc tout ça, en fait, prend sens dans ce mythe de Hercule qui domine ce lion, c'est-à-dire il a vaincu cette épreuve, il est parvenu à prendre son premier souffle, il est parvenu à... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hercule, d'où il vient, en fait. Hercule, il est né d'une mère qui ne pouvait pas se montrer, donc sa mère n'était pas présente non plus à sa naissance. Il a étouffé ce lion. Ça veut dire que, quelque part, il a tué le lion, mais de sa belle mort. C'est-à-dire, il a respecté le lion. Quand il est arrivé dans la caverne, il a respecté l'animal. Il l'a vu, il a vu comme il était puissant. Il s'est dit, OK, c'est un prédateur, mais c'est un prédateur qui incarne sa mission de vie, en fait. Parce que chacun était dans son rôle, chacun a respecté le rôle de l'autre. Et finalement, il y en a un qui a eu le dessus sur l'autre. Mais
il y a un grand sentiment d'intégrité et de respect, de valeur personnelle dans cette première épreuve. Je sais ce que je vaux, je me respecte, je respecte l'autre. Chacun est dans son rôle. Mais à un moment donné, le lion, il va se retrancher dans sa tanière. Il va aller se remettre en fait dans ce côté obscur. Et c'est Hercule qui va le ramener à la lumière. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand on rencontre, parce que cette fameuse épreuve, quand elle n'est pas bien intégrée, de 0 à 1 an, elle revient à 12 ans, elle revient à 24 ans, elle revient à 36 ans, elle revient à 48 ans, elle revient à 60 ans, elle revient à 72 ans, etc. Tous les 12 ans. Ça veut dire que si à 60 ans, j'ai un gros problème de santé, mais parce que quand je parlais de poumons, de peau, je ne parle pas d'avoir une grippe avec une petite bronchite. Je parle vraiment d'avoir un œdème pulmonaire, un cancer des poumons, subitement qui apparaît de nulle part. Si une personne de 60 ans vient et me dit subitement j'ai un cancer des poumons, je vais retourner en fait vers ce mythe et je vais me dire, est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, à 1 an, à 12 ans, à 24 ans, à un moment donné, la personne ne s'est pas vue respectée dans son intégrité par rapport à ses valeurs. Est-ce qu'à un moment donné, cette personne est rentrée en elle-même? Parce que si cette personne est rentrée en elle-même avec tous ses besoins, ses désirs, cette peur d'aller vers le monde, eh ben, c'est sûr qu'elle n'a pas pu être fécondée par l'énergie de la vie. Elle n'a pas pu se déployer complètement. Elle n'a pas pu prendre son souffle et son envol. Il est possible que cette personne, imaginaire, hein, n'a jamais pu couper le cordon, en fait, avec sa mère. Elle est toujours, parce que la mère peut-être était hyper protectrice, et qu'il est resté terré dans sa petite tanière avec ce qu'il était acquis, ce qui était connu, parce qu'on le voit, le mythe le dit, se terrer dans sa tanière, c'est un piège. Parce que ce piège, c'est le piège de l'introversion, c'est de retourner vers soi-même au lieu d'aller vers les autres, vers le monde, vers l'extension vers le monde, d'aller vers la lumière, au fond, la lumière qui nous appelle. Alors, le fait que le lion avait une peau très épaisse, ça nous rappelle également que ce qui nous protège, ça peut être notre mère, ça peut être nos croyances, ça peut être nos habitudes, c'est aussi ce qui nous emprisonne. C'est-à-dire que ça fait un peu comme une armure, ces armures que portaient les soldats d'autrefois. Ok, ça les protégeait des flèches, mais ils ne savaient même pas tenir debout, tellement c'était lourd. Donc ça peut être quelque chose qui est trop lourd pour nous, qui cache notre propre personnalité aussi, qui empêche notre rayonnement. Et ça peut être quelque chose aussi qui nous ralentit parce que ça nous alourdit. Et le lion, enfin en tout cas Hercule, nous montre que la seule manière de casser cette carapace, c'est avec nos propres griffes. Il n'y a personne d'autre en fait qui sait venir percer cette carapace. Il n'y a personne d'autre qui sait venir révéler notre propre personnalité que nous-mêmes. Donc, d'un point de vue vraiment purement physiologique, cette première épreuve, donc de 0 à 1 an, à 12 ans, à 24 ans, à 36 ans, à 48 ans, elle va toucher principalement le système respiratoire, les poumons, la peau, et donc elle va se manifester sous forme d'eczéma, eczéma qui est en décodage biologique une manifestation de la rupture de contact, le psoriasis, le vitiligo qui est cette dépigmentation de la peau, les mélanomes, donc les cancers de la peau, et du point de vue respiratoire, de l'asthme, des bronchites asthmatiformes, des œdèmes pulmonaires, des cancers des poumons, etc. Voilà un petit peu déjà un aspect de cette théorie de Michel Odoul.
qui personnellement je trouvais est très intéressante. Alors après, ça n'engage que lui et si ça résonne en nous comme ça résonne en vous comme ça résonne en moi, alors c'est qu'il y a quelque chose à travailler probablement. Si c'est quelque chose qui ne résonne pas du tout, c'est très possible aussi. Ben voilà, on passe son chemin et c'est pas grave, on s'attarde à une autre théorie. Mais en tout cas, si ça résonne en vous, on peut se dire: «Mais alors, quel âge est-ce que j'ai?» Et d'après l'âge qu'on a, ou on peut se dire ou bien l'âge qu'on a. Par exemple, ce matin, une des personnes que j'avais en consultation, 33 ans, un âge voilà, très, très symbolique, l'âge du Christ, 33 ans. On pourrait se dire, bah, quelle était la pathologie en fait, qui s'est reproduite d'année en année. Et là, selon cette théorie, on peut l'utiliser de différentes manières. Donc, on peut se dire d'abord, bah, je retourne tout simplement à l'âge, je regarde, je me dis, tiens, ok, cette personne, 33 ans, ok, donc elle est dans la 10e épreuve. Et qu'est-ce que c'est que la 10e épreuve? C'est l'épreuve de 0 à 9 ans. Et donc, il est possible qu'une personne de 33 ans, comme la personne que j'ai eue ce matin, je lui dise, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand vous aviez entre 9 et 10 ans? Et si elle s'en souvient, elle va me transmettre cette information et on va pouvoir faire le lien en fait avec cette 10e épreuve et essayer de décortiquer les, les symptômes physiques, le mal-être, les choses qui nous arrivent, parce que ce n'est pas toujours des symptômes physiques, ça peut être aussi des événements de nos vies, donc c'est vraiment aussi des événements initiatiques. C'est souvent des symptômes et des maladies, mais pas toujours. Ça peut être des accidents, des pertes, des séparations, des pertes de travail, des mises au chômage, etc. Et à quoi ça sert, en fait, de faire tout ça? Ben, ça sert à comprendre que tout ce qui nous arrive pour une bonne raison, que l'idéal est de comprendre, de décortiquer, de trouver un sens, de mettre un sens sur ce qui nous arrive, parce que c'est là, en fait, où on peut en faire un, comme je disais ce matin, j'utilisais la même image, en fait, ou hier, je crois. On peut en faire un terrain fertile, on peut en faire un engrais fertile, non seulement pour nous-mêmes, pour nos familles, mais aussi pour toutes les personnes qui nous suivent. Et je pense que le rôle de l'être humain, c'est ça, c'est de créer des expériences, bonnes, mauvaises, peu importe. Ici, on n'est pas là pour mettre un label sur des expériences plus, moins, bon, mauvais, des expériences différentes qui permettent de venir enrichir, mais enrichir. On a l'impression qu'il n'y a que les expériences positives qui enrichissent une vie, mais c'est faux, en fait. C'est même le contraire. Ce sont nos expériences difficiles, souvent, qui inspirent les autres, qui aident les autres à surmonter leurs propres épreuves. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 49 ans, 61 ans ou 73 ans? Parce que 13 ans, ça m'étonnerait, 25 aussi, donc n'essayez pas de me faire croire ce qui n'est pas. Ah, pourquoi je ne vous vois pas là? C'est bizarre, ça disparaît. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans... Vous n'avez pas été coupé? Parce que je ne vous voyais plus. On est là. Ah voilà, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Et vous avez tout entendu, vous n'avez rien raté.
Parce que je ne vous voyais pas à un moment donné, donc c'est pour ça. On a tout C'est ok. entendu. Parfait, parfait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui aurait 13, ça m'étonnerait 25 aussi, 37, 49, 61, 73, 85, ça m'étonnerait aussi. Dites-moi. Personne? On va voir dans le chat. Bon. Dommage. Dommage parce qu'on aurait pu justement, on aurait pu voir si... on aurait pu voir si la théorie se confirmait. Parce que si je vous dis, est-ce que quelqu'un dans cette salle a une peau malsaine, des gaz malodorants, des problèmes de peau, des problèmes d'évacuation du gros intestin, je pense que je vais encore avoir moins de succès avec ma question, je pense. Alors, Yves me disait, j'ai eu 49 ans et c'est passé. On verra en tout cas, parce que vous pouvez, peut-être que cette épreuve est passée, comme dit Yves, peut-être qu'à 49 ans, il s'est passé quelque chose de particulier. Voilà, on va voir. Donc, gardez voilà, gardez en mémoire ces âges-là. Qu'est-ce qui m'est arrivé à 13 ans, à 25 ans, à 2 ans, à 37 ans, à 49 ans, à 61 ans, à 73 ans? Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose de particulier? Pourquoi je vous demande ça? Parce que ce sont les âges qui correspondent à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de l'hydre. L'hydre, c'est une bête à 5 têtes. Donc, on demande à Hercule de combattre l'hydre, la bête à 5 têtes. Alors, non seulement elle a 5 têtes, mais en plus, quand on coupe une tête, la tête repousse. Et non seulement elle repousse, mais elle se dédouble. Donc voilà, c'est le sommet. Et donc, il essaie de couper, elle repousse, et en plus, elle se dédouble. Il n'y a qu'une tête qui ne repousse pas. Elle est en partie en or, cette tête. Mais les 4 autres, elles ne font que, il a beau les couper, chaque fois, elle repousse. Donc, il ne s'en sort pas. Il n'arrive pas à détruire cette bête. Donc, il y a une personne qui lui vient en aide. Donc, je vous la fais courte pour ne pas vous raconter tout le mythe qui prend beaucoup de temps. Une personne lui vient en aide et lui dit, si on cautérise avec le feu, au moment où tu coupes la tête, si on cautérise tout de suite les chairs, la tête ne pourra pas repousser. Et donc, boum, 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 les 4 têtes, l'autre l'aide, il coupe, on cautérise la tête avec l'endroit où la tête a été coupée avec le feu qui répare, qui purifie, qui détruit aussi. Et il ne reste plus qu'une tête à couper. Et celle-là, il n'en vient pas à bout. Il n'arrive pas à la détruire. Finalement, de nouveau, je vous la fais courte, il se dit, je ne peux faire qu'une chose, c'est la trancher vraiment à la base. Et donc, il tranche cette dernière tête à la base. Et il se dit même à un moment donné, mais... Parce que cette bête, j'oublie de vous dire, cette bête à 5 têtes, elle a une haleine tellement fétide que c'est insupportable en fait de vivre dans le village où elle se trouve. Elle a une peau tout à fait malsaine. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez des problèmes dans ce type-là. Et donc, il se dit, mais qu'est-ce que c'était que cette odeur en fait? Parce qu'en plus, elle vit dans un endroit marécageux, tout boueux, tout, voilà. Et donc, il décide de lui ouvrir les entrailles et il se rend compte qu'à l'intérieur des entrailles, il y a un poison qui, voilà, horrible, fétide, puant.
Et il décide de tremper ses flèches dedans en se disant, bah, à mon avis, ça doit être un liquide empoisonné et je pourrais toujours me servir de mes flèches, elles seront empoisonnées. C'est un détail important pour une autre épreuve où en fait un jour il va se servir de ses flèches sans le vouloir et il va tuer quelqu'un sans le vouloir à cause de ces fameuses flèches empoisonnées. Mais ces petits détails du mythe sont importants parce que le fait que cette bête ait 5 têtes, qu'est-ce que ça représente en fait? Ça représente 5 émotions principales dont qui peuvent nous assaillir: la colère, le désir, l'envie, la tristesse, la peur, qui sont des émotions qui nous terrassent en fait, qui nous empêchent à nouveau d'évoluer. Et ces émotions, quand elles ne sont pas gérées, quand elles ne sont pas confrontées, quand elles ne sont pas non seulement coupées, mais cautérisées, c'est-à-dire cicatrisées, elles deviennent des poisons. Elles deviennent des poisons internes jusqu'à temps que, comme l'a fait Hercule, il les mette en lumière en ouvrant les entrailles. Et donc cette épreuve, elle est importante, elle est vraiment capitale même, parce que les 2 premières épreuves, elles nous demandent de tuer quelque chose en nous. Elles nous demandent, la première, de couper ce cordon complètement, de tuer cet enfant qui est dépendant, de le laisser devenir autonome, de respirer par lui-même, de se tourner vers le monde. Et ensuite, la deuxième, elle nous demande de venir mettre en lumière ces émotions à l'intérieur de nous qui sont comme des poisons tant qu'elles ne sont pas mises en lumière. Et ces émotions, à nouveau, elles doivent être éliminées par quelque part, en fait. Et l'organe de l'évacuation, de l'élimination, du gros nettoyage, c'est le gros intestin. Et donc, Michel Odoul a fait un lien entre l'hydre de Lerme, cette bête à 5 têtes, cette épreuve, et le méridien, dans la médecine traditionnelle chinoise, du gros intestin. Donc, il s'est dit, en fait, cette épreuve, elle parle d'éliminer quelque chose, d'évacuer des déchets, de quelque chose qui pue, qui nous pourrit de l'intérieur, mais qui en plus pourrit l'extérieur tellement on est malsain, on devient malsain avec ce poison qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc cette épreuve nous parle d'être capable d'éliminer nos mémoires, nos blessures émotionnelles, nos vécus, de les cicatriser de manière à, comme je le disais tout à l'heure, à créer un engrais, un humus. Et dans humus, c'est marrant parce qu'il y a la racine de humus, H-M-U, c'est la même racine que le mot humain. C'est la même racine que le mot humilité ou que humble. Est-ce que c'est un hasard que de manière étymologique, on ait ce mot humus en grec? Donc en fait, ça en revient encore à ce que je disais tout à l'heure, nos expériences, quelles qu'elles soient, qu'on les considère comme positives ou négatives, il est nécessaire en fait de les mettre en lumière, de ne pas les cacher, de ne pas les réprimer, de toutes ces émotions qu'elles peuvent créer, de ne pas les réprimer, de les mettre en lumière. Et puis à un moment donné, de les cautériser, de les cicatriser. Et puis, comme l'a fait Hercule avec la tête de l'hydre, finalement, de l'enterrer. Parce que c'était le seul moyen pour que cette terre aille pourrir dans le sol et se transforme en humus, en engrais, qui puisse fertiliser l'être, en fait, l'être que nous sommes, les êtres humains. Et ce travail-là, de travailler sur nos propres blessures, de les cicatriser en toute humilité, c'est ce qui nous rend humbles, en fait, c'est de reconnaître que dans notre vulnérabilité, il y a notre force. Donc cette étape nous parle
d'accepter d'accepter déjà qu'on ait des blessures, des plaies, de les cicatriser, accepter aussi cette rupture du cordon originel, et d'accepter de dépasser en fait tout ce qui nous retient, c'est-à-dire tous nos liens d'attachement. À nouveau, du point de vue physiologique, cette deuxième épreuve qui est liée d'après Michel Odoul au méridien du gros intestin, donc l'élimination ou les odeurs, elle va nous parler comme nous parle le mythe en fait. Elle va nous parler de peau malsaine, de boutons, d'acné, de transpiration qui sent fort, de gaz intestinaux, de la cicatrisation de la peau qui se fait pas bien, difficile des problèmes de constipation, diarrhée, des colites, des hémorroïdes, des parasites intestinaux, tout ce qui est aussi problème de peau, mais purulent, comme des furoncles, de l'anthrax, etc. Et donc, pareillement, quand on veut travailler avec cette théorie, eh bien, on peut se dire que, au fond, on peut partir du symptôme. Une personne qui viendrait, par exemple, avec un furoncle, je sais qu'il y a une personne qui me réécoutera plus tard et qui se reconnaîtra, elle va venir avec un furoncle et on va pouvoir peut-être remonter à un événement qui est arrivé à 49 ans ou à 9-10 ans ou là maintenant, en rapport avec ça, avec une cicatrisation, une blessure qui ne se fait pas. Et le corps demande en fait à ce qu'on se penche dessus, à ce qu'on cicatrise cette blessure. Alors, je vois que dans le chat, Natacha disait qu'à 49 ans, elle s'est mariée. C'est un acte très symbolique en fait de se marier. Parce que ça ne veut pas dire non plus qu'à 49 ans, on a nécessairement une blessure. Hein. Non, ça veut dire que si à 49 ans, il se passe quelque chose de particulier dans nos vies, de difficile, de douloureux, d'initiatique, ça peut être en lien avec une blessure. Et donc à 49 ans, se marier, peut-être quand on n'a jamais été marié, ou c'est pas un remariage, c'est un mariage, d'après ce que tu me dis, ben, ça peut être en fait un moyen pour nous de guérir une blessure qui ne se cicatrisait pas, c'est-à-dire de retrouver dans l'autre personne ou essayer de retrouver dans l'autre personne ce cordon rompu, cette dépendance affective au fond dont on ne s'est jamais débarrassé et qu'on continue à entretenir à travers un mariage peut-être. Tout ça, ce sont des choses qui... Après, il y a beaucoup de pistes qu'on peut évoquer. Et selon la manière dont les mots résonnent à l'intérieur de nous, ben on sait si c'est la bonne piste ou pas, en fait. Quand on dit à voix haute des pistes et que ça nous laisse complètement de marbre froid, soit on est vraiment bien dans sa carapace, c'est possible aussi, parfois ça arrive, soit on ressent une émotion, même un agacement, c'est aussi une émotion. On peut être agacé, dire ça c'est n'importe quoi. Voilà. C'est vraiment au moment où ça ne nous fait rien du tout, où ça glisse complètement, où ça ne nous touche même pas, que là on se dit non, c'est pas la bonne piste. Mais le dégoût, quand on en rigole, tout ça, ce sont des signes qui, moi, me guident en me disant, bah, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter les 12 travaux, ce serait un peu long, hein, on pense qu'on y passerait la nuit et puis à un moment donné, vous allez vous endormir si je vous raconte les 12 travaux. Mais en tout cas, pour moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. C'est une théorie, je ne sais pas ce que vous allez me partager après, ce que vous en pensez. C'est une théorie qui peut, je pense, être utile, en tout cas qui a déjà été utile, j'ai déjà utilisé en pratique et ça, étonnamment, ça fonctionne. Ça fonctionne et on se rend compte, les gens, quand ils commencent à me dire, mais oui, en fait, à 9 ans, et puis à 21, et puis, mais oui, en fait, tu as raison.
il s'est passé des choses, c'est toujours en lien avec ça ou avec ça, ou c'est pas qu'on peut prévoir ce qui va nous arriver après, c'est qu'on peut prévenir que ça n'arrive pas. Ça, c'est déjà quelque chose. L'idée, c'est de prévenir une rechute d'une maladie ou une évolution défavorable d'une condition physique. Et ensuite, c'est surtout par rapport à notre évolution, c'est pas que notre symptôme physique. L'idée, c'est d'évoluer de manière de plus en plus positive pour faire comme Hercule et redevenir, retourner vers le Père, vers notre condition divine, avec tous nos pouvoirs surhumains, d'auto-guérison, d'évolution, peut-être d'immortalité, qui sait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors moi, cette théorie, elle, comme je vous disais, elle me parle beaucoup. J'ai décidé, puisque en fait, comme il a associé chaque épreuve avec un méridien de médecine traditionnelle chinoise et avec toute une série de mots physiques, de symptômes, et ben moi, évidemment, dans mon petit cerveau, et il y a des associations qui se font directement, je me suis dit, mais il y a une huile pour ça. Parce que ça, c'est mon réflexe. Dès qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, je dis, mais j'ai une huile pour ça. Parce que je suis passionnée d'aromathérapie et d'huile essentielle. Et donc, je me suis dit, mais il doit y avoir une huile chaque fois qui vient travailler à la fois sur les symptômes physiques, sur ce méridien du poumon, pour dégager en fait l'énergie stagnante au niveau du méridien et qui va travailler de manière émotionnelle, de manière subtile sur notre énergie, sur notre état émotionnel. Et donc j'ai associé, j'étais un peu plus loin dans la théorie de Michel Odoul, j'ai associé une huile essentielle à chaque étape. Et l'idée, c'est de vous présenter dans une masterclass que j'ai prévue, je crois que c'est le 20 août. Je l'avais ouvert pour le partager. Parce que j'ai mis ça. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai mis ça moi. J'ai créé un lien. Où est-ce qu'il est? Que je dois aller enlever ça. Ah, voilà. Voilà. J'ai déjà créé le lien, en fait, la billetterie est déjà ouverte pour la masterclass. Et donc, c'est une masterclass qui va durer 3h30. Et l'idée, c'est de comprendre voilà, pourquoi ça m'arrive maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive? Un burn-out, un accident, une maladie, une séparation, un licenciement? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Utiliser cette théorie de Michel Odoul, de revoir quel âge j'ai maintenant, dans quelle épreuve est-ce que je suis, est-ce que c'est une épreuve que j'ai résolue ou pas, est-ce que j'ai encore une blessure à cicatriser par rapport à ça, est-ce que j'ai quelque chose à mettre en lumière et comment je peux faire. Alors bien sûr, il y aura une huile essentielle, mais pas que. Il y aura aussi d'autres conseils, donc si ça vous intéresse, d'aller plus loin. En tout cas, l'idée, c'était déjà aujourd'hui c'était de vous transmettre cette théorie qui existe, ce livre qu'il a écrit. Peut-être que ça va éveiller certaines choses dans vos consciences. Merci Elodie qui me dit que c'était passionnant. Et puis des choses que vous-même, vous allez transmettre aux autres. En fait, je sais que ça va faire effet boule de neige et que peut-être que vous êtes venu écouter l'information ici ce soir pour vous-même et peut-être pour quelqu'un d'autre aussi qui a besoin d'entendre cette information et qui n'est pas là. Et voilà, je sais que c'est mon travail de transmission, d'être passionné par plein de trucs, d'apprendre, puis de transmettre, d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai lu, essayer de peaufiner un peu tout ce que je vois, apporter mon petit grain de sel. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est au mois d'août, le 20 août, donc ça se fait en ligne aussi. La billetterie est ouverte, je partagerai, puisque vous étiez inscrit par mail, j'enverrai par mail si vous êtes intéressé
le lien si vous voulez vous inscrire. Et si vous voulez plus de renseignements, ben, vous pouvez m'envoyer un message ou maintenant. Et si vous avez des questions maintenant par rapport à un symptôme physique que vous avez maintenant, que vous voulez comprendre, ou un événement de vos vies que vous avez envie de partager, que vous avez envie qu'on décortique là, maintenant, en live, c'est le moment. Et si vous avez envie de faire ça plutôt en petit comité, en privé, ben vous me l'envoyez en privé. Et voilà, la parole est à vous. Je vois que Nadine a son micro ouvert. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si tu voulais prendre la parole ou pas. Ah, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas par contre. Ah, voilà. Ah oui. Ah non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. C'est bizarre parce que quand tu... Est-ce que là, on m'entend? Oui, oui, là maintenant, oui. Donc, moi, je voulais savoir par rapport au méridien du poumon, parce Mhm. que tu as dit que c'était tous les 12 ans. Moi, je suis née avec un poumon pas fermé. Donc, Mhm. j'avais du mal à respirer. On me l'a découvert à 3 mois. Et 12 ans, je ne peux pas dire, je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Par contre, mon fils, donc j'avais 23 ans et non pas 24, mon fils est né aussi avec un problème de santé, mais lui, c'était le cœur. Mhm. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que... Et c'est vrai que j'ai régulièrement, tous les hivers, moi, des trachéites. J'ai l'habitude, tous les hivers, j'en ai une, des fois deux. Mhm. Respiration. Alors, quand on dit 24, c'est comme quand on dit de 0 à 1. Tu vois, en fait, c'est l'année de 23 à 24. Déjà. D'accord. Tu vois, Parce que moi, donc déjà, voilà, je pense qu'on est justement dans l'année, pile poil dans l'année. Donc, tu as accouché, en fait, dans l'année de la résolution de cette épreuve. Après, quand je disais, par exemple, dans la première année où l'enfant peut avoir un problème respiratoire, il il est peut né, être... Voilà, il n'a pas crié. Hein. voilà, mais le problème peut être résolu tout de suite. Tu vois, je veux dire, OK, on a un problème respiratoire, mais qui ne laisse pas de séquelles. C'est pas parce qu'on a eu un problème à la naissance respiratoire que nécessairement, tous les 12 ans, on va répéter Ouais. le problème. Tu vois, il peut être résolu tout de suite, mais il peut ne pas être résolu. Tu vois, comme chez toi, vu que c'est récurrent, c'est qu'il n'est pas résolu. C'est qu'il y a quelque chose au niveau de cette épreuve-là, tu vois, Mhm. qui n'est pas résolu. Mais je pense qu'on en a déjà parlé et je crois que tu sais plus ou moins, tu connais l'origine, en fait, tu connais l'origine de ta blessure et ton corps te rappelle, voilà, te rappelle gentiment chaque année ou tout, voilà. N'oublie pas, ne m'oublie pas à un moment donné parce que si tu continues à me négliger, un jour je vais sortir, mais là tu vas bien m'entendre, quoi, tu vois. Donc, je pense que tu le sais. Après, le fait que tu aies eu ton fils au moment de cette où l'épreuve se représente, ben, je trouve que c'est logique en fait par rapport à la stratégie du corps. C'est-à-dire que le corps, il essaye toujours de réparer cette même épreuve et il se dit, bah, si je remets un enfant au monde et qu'il est en bonne santé et qu'il est, bah, ça va compenser pour elle qui ne sait pas respirer. Mais vu que tu n'avais pas travaillé sur ta blessure, il souffre de la même chose. Il ne crie pas à la naissance, en fait. Ah Il ne non. pousse pas ce cri, Oui. tu vois. Après, la pathologie du cœur, ça dépend du méridien du cœur. C'est une autre épreuve. Je ne vous avais pas montré le... Je ne sais pas si vous avez bien montré le livre ou pas. Non. Il est intéressant, il est accessible à tout le monde. Je veux dire accessible dans le sens où c'est pas technique, c'est pas voilà, il explique vraiment de manière très simple en fait, un peu la théorie comme j'ai expliqué aujourd'hui, comme j'ai essayé de la résumer. Et puis chaque épreuve, voilà. Après, parfois c'est compliqué comme tu viens de le faire maintenant, comme la question que tu viens de poser, c'est compliqué parfois tout seul de faire le lien, tu vois, de comprendre et de savoir comment on fait en fait.
Une fois qu'on a ça, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait pour aller plus loin? Une fois, ok, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais? Mais Mhm. déjà, le fait d'avoir compris pourquoi ça m'arrive maintenant, savoir que le corps, c'est juste en fait de réparer, tout simplement, de solutionner, bah, ça nous libère. Ça nous dit que, ok, le corps fait son travail et je peux juste l'aider. C'est déjà mieux que de se sentir victime de son corps malade. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que beaucoup de personnes qui me consultent pensent qu'elles sont victimes de leur corps, que leur corps leur inflige une maladie ou que c'est parce qu'elles ont trop fumé que elles ont un cancer du poumon. Oui, bien sûr que ça aide le terrain, ça aide, mais c'est pas parce qu'on a trop fumé qu'on a un cancer du poumon. Pas systématiquement. Tu vois, donc on a en soi à la fois la capacité de s'auto-aider, on a la capacité de s'auto-détruire, on a la capacité de se comprendre, mais souvent, c'est vrai qu'on a besoin d'un coup de pouce pour pouvoir faire des liens, pour pouvoir avancer, je pense. Mhm. Ok. Mais j'ai du mal à répondre à ta question directement. Tu vois, de me dire, est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il a un problème au cœur et... En tout cas, je trouve que c'est pas anodin qu'il soit né cette année-là, précisément. Mais j'ai du mal à répondre comme ça, il faudrait que je réfléchisse en profondeur. Ok. Est-ce que quelqu'un voulait me demander autre chose? Non? Tout le monde est fatigué? Je vois que Val a ouvert son micro Oh, aussi. bonsoir, Ouais. j'ai trouvé le truc pour Ah, voilà. enclencher le micro. Non, moi, j'ai rien à demander, j'ai juste à te féliciter de chaque fois uploader ton savoir et ça me donne super envie de reprendre une consultation parce que j'ai envie d'avancer avec tes nouvelles techniques. Donc, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais et de toujours aller Merci. plus haut et plus Toujours loin. plus de flèches à mon arc, mais Exactement. elles sont pas empoisonnées. Non, ça non, que du contraire. Ouais. Ouais, merci Val, c'est très gentil. Ben non, Ça m'encourage aussi parce que je sais que ce que je fais, c'est juste, c'est bien, mais mon ego aime bien l'entendre. Tu vois. mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et maintenant, ça me donne d'autres clés. Et ce que tu viens d'expliquer, toute cette soirée, ça me donne envie parce que moi, tu sais bien, un gros problème. Je pense que je l'occulte, les dates et les trucs. Du coup, faire un cheminement ensemble. Mais je pense que ça peut m'aider, quoi. Vraiment. Ouais. Ça, c'est typique aussi des gens qui viennent et quand je leur demande à quel âge, ils me disent, ah, moi, je me rappelle jamais des années ou de. Ouais. C'est typique aussi quand on essaye de. Pas qu'on essaye, mais le corps met une stratégie en place, l'ego met une Bien stratégie en sûr. place pour qu'on n'ait pas là-dedans, quoi, parce que Hercule, il a dû aller dans une sacrée fange pour aller combattre l'hydre à 5 têtes. C'était pas quelque chose de puant et de répugnant. Et la partie obscure de nous-mêmes, elle existe en chacun. J'ai beau mettre du blanc, il y a une partie obscure en moi. Et aller là, c'est pas gai, c'est pas évident. Et c'est pour ça que seul, c'est très compliqué que notre ego nous dit, mais ne va pas là, quoi, tu vois. Restons là, bien peinards, mais comme ça, on n'évolue pas, que du contraire. On précipite notre chute, en fait. C'est clair. Moi, j'ai pas envie de précipiter ma chute. Donc, non, je m'en doute. Toi, t'as encore beaucoup de choses à vivre. Ouh là là, oui. Donc, j'ai envie de prendre un rendez-vous, donc tu me diras quand c'est ouvert. Avec plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Annette. Merci à toi d'être là. Est-ce que quelqu'un voulait me demander autre chose avant que je ne coupe? Je vois que Yves active son micro. Oui, très intéressant, en effet. Plutôt interpellant quand même. Un petit peu complexe dans mon cas et je préfère toujours poser les choses par écrit. Tu avais parlé de consultation écrite, ou de poser les questions par écrit. Par quel média alors est-ce qu'on peut te questionner? Et c'est quoi la différence entre te questionner par écrit
et prendre un rendez-vous pour une consultation? Ici, tu vois, dans les personnes qui sont présentes aux conférences, souvent, c'est des personnes on se retrouve sur le groupe Transformation sur Telegram, et donc on échange beaucoup. Après, il y a des choses, des questions, tu vois, comme Nadine vient de me poser, qui sont larges, où je peux répondre. Après, il y a des choses qui sont privées, et puis qui demandent du travail. Tu vois, il y a des choses où je peux pas juste te dire, ben voilà, c'est comme ça, point barre, oui, voilà la réponse. Tu vois, c'est souvent pas comme ça, en fait. Il faut qu'on ait beaucoup plus profond. Donc, je suis toujours disponible si quelqu'un veut me poser une question. Et puis, j'ai plusieurs groupes, tu vois, même des groupes santé. Quelqu'un me dit, j'ai une verrue, qu'est-ce que je mettrais bien dessus? J'ai un groupe où je réponds, ben écoute, ces granules-là, ça, voilà. Mais je dis toujours, attention, parce que la verrue, elle a un message derrière. Tu vois, la verrue, ce n'est que le tout dessus de l'iceberg. Et donc, ok, tu peux soigner ta verrue. Mais si tu ne soignes pas la cause pour laquelle ta verrue est apparue, qu'est-ce que tu vas avoir après? 10 verrues à l'autre pied, peut-être. Et donc, c'est là où après, selon la personne, ce qu'elle a envie, en fait, le bon moment, de se dire, moi, j'ai envie d'aller plus loin, en fait. Et c'est là où il y a des personnes qui décident de faire tout simplement un travail sur elles-mêmes, d'abord seules, et puis il y a des personnes qui me disent, là, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai envie que tu m'accompagnes régulièrement, qu'on ait vraiment, que toi et moi, voilà. Et dans mes accompagnements, ça dépend lequel les gens choisissent, mais souvent les gens partent d'abord sur 5 séances, on va dire. Toute la durée de l'accompagnement, il y a un canal qui leur est ouvert où en fait on communique, mais tout le temps. S'ils veulent m'envoyer 10 messages par jour, ils peuvent m'envoyer des messages par jour, des vocaux, voilà. Ils sont jamais seuls. Tu vois, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas juste on fait 5 séances ou voilà. Parce que j'ai besoin en fait d'être vraiment en contact avec la personne pour pouvoir l'accompagner, pour voir l'évolution aussi. Donc c'est pour ça que peut-être il est écrit, tu vois, parfois quelques guidances écrites, parce que parfois je me dis c'est pas la peine qu'on se connecte, Zoom, etc. Tu me dis j'ai rêvé de ça, subitement tu m'as donné ce remède homéopathique là que je rêve de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben je vais juste te répondre peut-être par écrit, ben voilà, regarde, il y a une piste à explorer là, ce rêve il veut dire ça, en tout cas il tend vers cette symbolique là. On va explorer ce que c'est, tu vois, laisse déjà décanter, ce que ça te vient comme émotion, etc. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou pas. Oui, ça c'est clair. En effet, c'est ce que je ressens aussi. Il y a une médecine traditionnelle d'un côté, et puis pour l'exemple de la verrue, la médecine traditionnelle peut très bien la traiter, la verrue. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les réelles causes? Là, je pense que soit il y a des personnes qui peuvent y travailler par elles-mêmes, mais c'est sans doute une minorité, et la majorité ont besoin d'aide, de se sentir guidées. Et à ce moment-là, je suis convaincu qu'une personne comme toi intervient et peut apporter ses connaissances et son ressenti. Moi, c'est mon cas. Je sais qu'il y a il y a des choses qui fonctionnent pour moi, mais je ne suis pas, on va dire, sur ce terrain-là, un leader. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être drivé, d'être supporté. Mais tu sais, par moi-même, tu vois, je ne trouve pas les solutions par moi-même. Je pense qu'on trouve beaucoup de choses par soi-même, déjà par expérience. Je veux dire, comment est-ce qu'on sait que le feu brûle? Parce on a mis la main sur le feu et on s'est brûlé. Tu vois, on peut faire beaucoup d'expériences et voir et avancer comme ça. Mais il y a en nous quelque chose de très important. Il y a un gardien à l'intérieur de nous, le gardien de notre corps, notre ego. Donc l'ego, c'est pas de l'orgueil, hein. L'ego, c'est notre gardien et je remercie mon ego d'être là, d'exister, parce que sans lui, je serais morte depuis longtemps, parce que je me serais peut-être jetée du pont pour voir si je savais voler, tu vois. Heureusement qu'il est là pour me dire attention, on peut protéger. Mais parfois, ces stratégies dépassent les bornes, en fait. C'est un père ou une mère oppressante parfois. Il nous empêche d'aller vivre nos vies. Et quand on travaille seul, moi je l'ai fait longtemps, à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, on travaille avec son ego. On n'est pas seul. C'est lui qui décide de tout, en fait.
Et on va se dire, oh mais non, mais ça sert à rien, puis ça coûte cher, et puis ça, mais t'as déjà essayé, puis de toute façon, sur toi, ça fonctionne pas, et puis oui, mais les autres, et là, et oui, et au fond, c'est l'ego. L'ego, il nous empêche d'aller là. Lui, ce qu'il veut, c'est juste que ton corps survive, c'est tout. Si ton corps survit, lui, il est heureux. Mais est-ce qu'on est venu faire cette expérience rien que pour le corps, ou est-ce qu'il y a une autre dimension de nous-mêmes qu'on doit exploiter, qu'on doit développer? C'est pour ça que quand tu dis tout seul, j'y arrive pas, c'est peut-être intelligent en fait, tu vois. C'est peut-être se dire, déjà, l'ego, le mien, il s'est un peu tu par rapport à certaines autres personnes, ou le mien qui pendant des années. Le mien ou le tien quand tu... Le tien, c'est tu, Le c'est-à-dire mien, il s'est un petit peu tu parce que voilà, j'ai appris des choses et j'ai aussi compris que je pouvais apprendre beaucoup des autres. Des choses que par moi-même, je n'arrive pas à y accéder. Donc, il faut avoir... je pense que c'est une grande évolution, tu vois, déjà de savoir travailler main dans la main avec son ego, mais de savoir le faire taire au bon moment. C'est ce qu'on fait quand on fait nos séances de visualisation, parce que souvent les personnes qui sont là ce soir, elles me suivent dans tous mes délires. Et donc on fait des séances de visualisation où l'idée, c'est de faire taire cet ego, en tout cas de le mettre en veille un petit peu, lui dire prends un peu des vacances, repose-toi. Laisse-moi aller dans mon subconscient, laisse-moi aller dans mon inconscient, laisse mon inconscient se connecter à l'inconscient collectif parce qu'il y a une mine d'informations que je pourrais utiliser et qui pourrait me permettre d'avoir des super pouvoirs. Peut-être même on a déjà fait dans des visualisations, on a déjà fait des séances de remote viewing, de visualisation à distance. Donc, il y a des gens qui sont entraînés pour ça, même l'armée entraîne des gens à ça. C'est presque de la télépathie. Mais si notre ego, chaque fois, nous empêche en nous disant non, tu as 5 sens et tu dois tout connaître le monde par tes 5 sens, moi, je sais aujourd'hui que mes 5 sens, ils sont vachement limités, parce que déjà, sans lunettes, je ne vois plus rien. Et même, je veux dire, même avant, quand ma vue était à 10 sur 10, ce que je vois dans un microscope, mes yeux ne le voient pas. Donc, je sais que mes 5 sens sont limités. Je sais que ma perception du monde est limitée. Et je sais aussi qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose de plus grand qui peut dépasser les perceptions de mes 5 sens. Et j'ai envie d'entrer en contact avec ça, mais je sais que mon ego, à certains moments, ok, t'es gentil, tu t'occupes bien de mon corps, mais laisse-moi aussi m'occuper de mon esprit et de mon âme. Voilà comment moi je le vois. Voilà les amis, il est 22h20, on a bien traîné ce soir. Voilà, on va aller croquer un petit morceau de chocolat, belge en tout cas. Ah bah évidemment, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre présence, votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de À très journée. bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.